Bienvenue dans cette nouvelle série où je vais t'apprendre à aider ton proche en fonction de sa dépression et de son type de dépression. Dans l'épisode du jour, on va parler de la dépression qui est liée au stress post-traumatique. Comment est-ce que tu peux aider ton proche au quotidien malgré la difficulté de ce genre de situation? C'est ce qu'on va voir dans l'épisode du jour. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression. C'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Hello cher proche, et j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi dans l'épisode du jour. Souvent, chers proches, j'ai des personnes qui m'envoient le message suivant en me disant « Manu, écoute, merci beaucoup pour ce que tu proposes sur le podcast, ça m'aide énormément. Mais j'ai des fois l'impression que ça ne s'adapte pas à la situation que j'ai avec mon proche qui souffre de dépression. » Et souvent, je pose quelques questions et on arrive à comprendre un peu quel est le type de dépression que peut avoir cette personne et je lui propose comment est-ce qu'elle peut l'aider. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas encore fait sur le podcast, même si ça fait 5 ans, clairement, qu'il y a un podcast. Ça fait 3 ans que je fais un épisode tous les mercredis aussi. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait. En fait, il y a un truc à savoir, c'est qu'il existe plusieurs formes de dépression. Et oui, il en existe 9. Et en fait, en fonction de la forme de dépression que va avoir ton proche, tu vas pouvoir adapter l'aide à sa situation. Alors en fait, on pourrait tout simplement utiliser l'exemple d'une personne qui est malade. Nous ne sommes pas médecins, donc nous voyons quelqu'un qui a de la fièvre, etc. Quel est un état grippal ou la grippe? On va prendre soin de cette personne en fonction de sa situation, parce que ça a l'air de se ressembler. Si elle a une gastro, on va l'aider par rapport à son alimentation. Si elle a le Covid, on va fuir la personne comme la peste. En gros, en fonction de la situation de la personne, on va s'adapter à sa situation. Mais il y a des grandes lignes qui vont rester les mêmes. Être là, présent, proposer des repas, faire un petit peu des choses pour la personne. C'est ce qu'on va faire. Eh bien, en fait, c'est pareil avec les formes de dépression. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il en existe 9. Il y a certaines dépressions qui vont se ressembler et d'autres qui sont clairement différentes. Par exemple, on peut penser à la dépression du postpartum qui est liée à l'arrivée d'un enfant, alors que la dépression liée à un burn-out est liée à un problème au travail. On ne va pas du coup aider la personne de la même manière en parlant, par exemple, de ce lien avec le bébé ou de ces problématiques de conflit au travail. Avec tous ces éléments en tête, c'est pour ça que je décide de commencer une série pour te parler de comment est-ce que toi tu peux aider ton proche en fonction de sa dépression. On va donc parler des 9 dépressions tout au long des prochains épisodes. Alors, pas forcément à la suite, on verra, ce sera en fonction de mon feeling, de mes envies, etc. Mais on va parler de toutes les formes de dépression. Et on va commencer par une forme de dépression que je vois beaucoup et qui pour moi, on n'en parle vraiment pas assez. Ça va pas être la dépression classique, sévère, légère, modérée. On va parler de la dépression qui est liée au stress post-traumatique, qui va être pour moi, quelque chose dont je n'ai jamais vraiment parlé sur le podcast et qui peut être très intéressant car vous êtes nombreux à avoir un proche qui a vécu un stress post-traumatique et à cause de ça se retrouve en dépression. Pour commencer, on va parler de la dépression liée au stress post-traumatique. Alors, le trouble du stress post-traumatique, c'est un trouble psychologique qui survient après un événement traumatisant.
Il ne s'agit pas d'une simple petite douleur, hein, parce qu'il s'est passé un truc sympa. Non. Il s'agit d'un choc émotionnel tellement intense que le cerveau reste bloqué en état d'alerte permanent. Et même après le danger, la personne qui va souffrir du stress post-traumatique revit encore le traumatisme. Il peut être encore présent dans l'esprit de la personne. Cela peut se manifester par des flashbacks, des cauchemars, de l'anxiété intense. Alors, les traumatismes qui vont bouleverser l'esprit, il y en a plein. Agression physique ou sexuelle, accidents graves, voiture, incendie, catastrophes naturelles, attentats, violences domestiques et abus répétés, expériences de guerre ou exposition à des conflits, perte soudaine et brutale d'un être cher, traumatisme lié à l'enfance, négligence, maltraitance et abus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que toute cette liste-là fait qu'on peut aujourd'hui dans notre quotidien trouver quelqu'un qui a un stress post-traumatique. Alors, d'une certaine manière, il y a des gens qui vont me sortir cette phrase, alors je suis obligée de la dire parce qu'on me la sort souvent, tout le monde n'a pas forcément un stress post-traumatique après un choc traumatique. Eh ben, ça va dépendre bien sûr de la situation. Donc le stress post-traumatique se déclenche après le choc traumatique, hein, en fonction de l'intensité et de la durée du traumatisme, du soutien social qu'il y a eu ou pas après l'événement, de l'histoire de la personne, des traumatismes et la sensibilité du système nerveux et de la gestion du stress. Ainsi, les symptômes du stress post-traumatique, c'est vraiment que la personne, elle est hantée dans son présent. Elle va revivre à travers des flashbacks et des souvenirs involontaires et envahissants, et elle va avoir l'impression de revivre la scène comme si elle la vivait à nouveau. Ce sont des gens qui vont faire des cauchemars, qui vont avoir des moments de détresse face à des choses qui vont leur rappeler un traumatisme, un bruit, un lieu, une odeur ou des images. Donc vraiment, toutes ces choses-là sont vraiment difficiles et sont compliquées. On va avoir aussi beaucoup d'évitement et d'isolement chez les personnes au stress post-traumatique, une hypervigilance et une anxiété assez présente. Et donc du coup, on peut avoir aussi une altération de l'humeur et de la pensée. Alors le stress post-traumatique, c'est quelque chose qui est très invalidant dans le quotidien. Il va en fait transformer la façon dont la personne perçoit le monde et interagit avec les autres. Elle peut avoir des relations difficiles, peur de l'abandon, difficulté à faire confiance à cause de son histoire, fatigue et troubles cognitifs, conséquences physiques. Il y en a qui ont beaucoup de douleurs, des troubles digestifs, etc. et de l'addiction. Mais il y a une chose qu'il faut savoir sur le stress post-traumatique, c'est que d'une certaine manière, elle peut déclencher des difficultés particulières, dont une dépression. Et en fait, c'est là où c'est intéressant pour nous, et c'était pour ça que je devais expliquer d'abord le trouble du stress post-traumatique, pour dire qu'il y a des personnes qui vont être en dépression à cause de ça. Et donc du coup, ça peut ressembler à une dépression classique, avec de la tristesse profonde, de la culpabilité, de la dévalorisation, des idées négatives, on va avoir de la fatigue, envie de ne rien faire, mais on va avoir aussi toute la liste liée au trauma. Donc les flashbacks, l'anxiété très intense, l'évitement de certaines situations, l'isolement social, les troubles du sommeil et de l'alimentation. La dépression traumatique est directement déclenchée par un événement traumatisant et est souvent accompagnée de symptômes liés au stress post-traumatique. Et c'est là où c'est une type de dépression qui n'est pas forcément toujours évidente à gérer. Parce que d'une certaine manière, la personne vit encore les traumas, les difficultés, etc. en plus de la dépression. Et c'est là où c'est intéressant pour nous, parce que c'est une forme de dépression souvent qui est très méconnue. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, un petit peu sur la liste des choses qui sont présentes, on vit dans un monde où aujourd'hui, n'importe qui peut se retrouver avec un stress post-traumatique, malheureusement. Les agressions sexuelles sont très connues, on parle beaucoup d'inceste en ce moment, un accident de voiture par exemple, une catastrophe naturelle. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, moi j'habite à Nantes, il y avait des régions pas loin de chez moi qui étaient complètement inondées. Tu perds ta maison, tu perds des choses, ça peut être difficile. On a des violences domestiques qui sont très présentes, qu'on peut avoir eu de lieu dans l'enfance, etc. C'est vrai que souvent les gens vont me dire ouais, il y a pas la guerre en France, ouais, il y a pas ceci, il y a pas cela. Ok, ok. Mais
Le stress post-traumatique est vraiment très présent aujourd'hui et peut déclencher une dépression. Et la manière dont on va aider la personne, c'est vraiment différente. D'ailleurs, c'est la manière déjà quand on va aider la personne avec la thérapie. Par exemple, moi, si quelqu'un vient me voir avec un stress post-traumatique en me disant «Manu, tu peux m'aider face à ta dépression?» je vais dire non. Parce que je suis psychopraticienne spécialisée dans la dépression classique, majeure, anxieuse, toutes les petites formes de dépression. Mais celle-ci, non. Parce qu'en fait, elle est vraiment liée à un traumatisme et les accompagnements qui vont être faits doivent être adaptés. On va apporter par exemple de l'EMDR, qui est en fait un traitement par le mouvement oculaire des yeux pour aider à la personne à sortir justement de ces traumatismes trop présents. On va avoir des TCC mais spécialisés avec des personnes formées au trauma. Et c'est là où c'est important parce que on va se rendre compte que face à ce genre de situation, c'est vraiment quelqu'un qui a vécu quelque chose de très grave et le cerveau est en constante alerte, a besoin d'approches particulières pour l'aider à travailler sur les blessures profondes de la personne. Personnellement, je connais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me sort l'histoire du stress post-traumatique, j'ai un collègue et pouf, j'envoie là-bas parce que moi, ce n'est pas mon domaine de compétence. C'est très intéressant de comprendre tout ça parce que ça va permettre de comprendre un petit peu ton proche. Quelquefois, je vois des choses un petit peu qui ne sont pas évidentes et peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans. C'est que déjà, face au stress post-traumatique, on a quelqu'un qui peut être souvent en alerte ou quelqu'un qui peut changer du tout au tout. C'est-à-dire que quelquefois, on a des gens qui ont de l'amnésie traumatique. C'est-à-dire des gens qui ont vécu, par exemple, une agression sexuelle dans l'enfance, ça c'est un grand classique, et qui ne s'en souviennent plus. Et puis, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça revient. Et là, la personne, en un claquement de doigts, elle va tout simplement montrer les troubles du stress post-traumatique. Et en fait, les conseils qu'on va avoir d'habitude, encourager, motiver, rassurer, sont souvent inefficaces, voire même contre-productifs. Comment ça? En fait, par exemple, la personne qui va avoir un stress post-traumatique et qui va se taper une dépression, ne s'éloigne pas par manque d'envie, mais par besoin de survivre. En fait, faut pas oublier que le cerveau de la personne, il voit absolument tout comme une menace. Le cerveau, lui, il a vécu un truc qui, pour lui, c'est chaud, quoi. Il se dit, mais punaise, hors de question que je fasse confiance, hors de question que je croie ce qui se passe, puisqu'on m'a déjà dupé. Et donc, du coup, on va avoir quelqu'un qui, du coup, va être assez réticent à l'aide qu'on peut lui apporter. Et puis après, on va avoir des dualités. Il y a des gens qui, par exemple, vont être déconnectés de leurs émotions, des fantômes. Et puis il y en a d'autres qui vont du coup plutôt partager toutes leurs émotions et se prendre toute une vague émotionnelle très difficile. Et ça peut être difficile parce que voir la personne qui réagit violemment à le moindre petite stimulation, ça peut faire peur. Pareil, il y en a qui vont parler en boucle de leur traumatisme, qui vont essayer de donner un sens à leur douleur, et puis il y en a d'autres qui vont éviter le sujet qui est lié au passé. On va avoir aussi le fait que forcément la guérison est en dents de scie, puisque le stress post-traumatique qui peut être déclenché par tout et rien, donc on devient un petit peu fou. Et puis il y aura des moments où ton proche semblera aller mieux, et un simple déclencheur qui peut être une odeur, un son, une situation replonge dans la crise, et ça, ce n'est pas évident. Il y a un point qu'il faut que tu saches avec un proche qui a un stress post-traumatique et donc une dépression qui va avec, tu ne peux pas réparer ton proche et ni même effacer son traumatisme. Et en fait, ta présence par contre stable et bienveillante peut aider vraiment ton proche à avancer et à aller de l'avant, même si ça semble invisible à court terme. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un certain recul sur la situation et se rappeler que pour aider, il faut accepter qu'il n'y aura pas des changements immédiats. C'est vrai que quand on a quelqu'un qui est en dépression classique et qui peut prendre un traitement, au bout de quelques semaines de thérapie, quelques semaines de traitement, 1 ou 2 mois, on voit des changements. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas de la personne qui va avoir une dépression liée au stress post-traumatique. Parce qu'en fait, du coup, on va se retrouver avec quelqu'un qui fonctionne pas de la même manière.
Et des fois, on peut avoir des phrases du style, bah, faut que tu avances, on n'est plus dans le passé, tu as survécu, tu es plus forte que ça. Et ces phrases avec le trouble post-traumatique, les gars, non, ça ne fonctionne pas du tout. Parce qu'en fait, ce genre de phrase, ça donne le principe que tout le monde peut choisir de tourner la page. Mais vraiment, si on pouvait tous tourner la page, on tournerait tous la page, tu es d'accord avec moi? Moi, si je pouvais tourner toutes les pages de ma dépression, je les aurais tournées. Le problème, mon cher ami, c'est que le traumatisme, c'est pas un simple souvenir douloureux. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup expliquer, c'est que notre cerveau, il a une manière de gérer les souvenirs. On va dire qu'il prend 5 étapes. La première étape, c'est nos yeux qui vont lui permettre de comprendre ce qui se passe et il va créer un souvenir qu'il va tout simplement aller mettre à un endroit où tous nos souvenirs sont présents. Mais quand le cerveau se rend compte qu'il y a un problème, que ce qu'il est en train de vivre n'est pas bon, il coupe. Le cerveau coupe et d'une certaine manière, il ne fait pas le processus classique pour aller ranger le souvenir. Il prend le souvenir et en panique, il le met dans une boîte, il ferme la clé et il jette la boîte. Et la clé. Sauf que le problème, c'est que la boîte, elle reste souvent à côté, c'est-à-dire elle n'est pas traitée, et on fait comme si elle n'existait pas. Et le cerveau, dans la panique, il a jeté la clé. Et la clé, comme je dis depuis tout à l'heure, ça peut être une odeur, un moment ou une situation. Et le souvenir est toujours présent. C'est là où les thérapies comme de l'EMDR permettent en fait d'aller mettre le souvenir au bon endroit. Et en fait, c'est pour ça qu'il est important de se rendre compte que l'événement qui s'est passé a reprogrammé le cerveau. Parce que le cerveau, il se dit, mais punaise, ça peut revenir. Et le passé ne se contente pas d'être un souvenir, il peut être vécu comme une menace. Même si la personne, elle est vraiment en sécurité aujourd'hui, son cerveau ne le sait pas. Et tu vois, ça me fait penser à une cliente qui a bien voulu que je partage son histoire, qui malheureusement a été agressée par son grand-père dans le passé. Et son grand-père, du coup, elle n'a jamais pu le confronter puisqu'il est décédé. Et donc la menace n'existait plus. Mais le stress post-traumatique était toujours présent. Et du coup, beaucoup de gens lui disaient, mais ton grand-père est mort, pourquoi t'es comme ça, etc. Et les gars, punaise, elle a vécu le pire dans l'enfance et vous êtes là en train de lui dire, il faut que t'avances. Ouh, Manu s'énerve un peu, mais il faut pas trop s'énerver. Mais Manu s'énerve un peu. Et ça, je trouvais ça un peu dommage. Et je me rappelle quand elle m'a raconté tout ça et que je lui ai dit que malheureusement, moi, je ne pouvais pas l'aider à 100% parce que je sentais qu'il y avait encore le stress qui était là. Elle a fait le MDR et aujourd'hui, elle a retrouvé le cours de sa vie. C'est pas forcément évident tous les jours, mais elle avance. Et donc du coup, c'est ça qui n'est pas évident. C'est que le cerveau a peur de revivre la situation et d'ailleurs, il les revit à travers des flashs, des cauchemars ou des sensations physiques. Cela explique pourquoi ton proche ne décide pas de rester bloqué. Il est simplement dans la difficulté de tourner cette page parce que son corps et son esprit sont encore coincés dans l'état de survie. Ainsi, le traumatisme bloque l'accès à l'espoir par rapport à ton proche. Tu vois, les phrases qu'on va essayer de dire, mais regarde, tu vas réussir demain t'iras mieux, etc. Avec quelqu'un qui a un stress post-traumatique, il faut un petit peu éviter. Parce que du coup, ils vont souvent penser, je suis condamnée à souffrir, même si je vais mieux, je vais finir par rechuter, personne ne peut comprendre ce que j'ai vécu. Quelquefois, on peut avoir des situations où la justice peut mettre des années avant de pouvoir de régler des choses, ou alors qu'on côtoie encore la personne qui malheureusement est la réalité suite à l'abus. On peut avoir des gens qui ont du mal. Moi, je connais une cliente qui a du mal à reprendre le volant, qui du coup même a du mal à être dans une voiture. Donc, et en fait, le truc, c'est que espérer aller mieux, c'est des fois plus effrayant que de rester dans la souffrance. Parce que se reconstruire implique d'affronter le traumatisme, ce qui peut être terrifiant. Se sentir mieux peut donner l'illusion que le danger est revenu, car la douleur est devenue un repère pour certaines personnes, et la culpabilité peut être écrasante. Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai survécu? Pourquoi je souffre encore alors que les autres s'en sortent? Etc., etc. Donc toutes ces petites choses-là, c'est assez intéressant de voir que ton proche peut paraître peut-être insensible à ton soutien ou à l'idée d'un avenir meilleur, mais ce n'est pas par manque de volonté, mais c'est parce que son cerveau ne voit pas la porte de sortie. Maintenant, toi, cher aidant, maintenant que tu comprends la dépression du stress post-traumatique, c'est cool. Qu'est-ce qu'on fait de cette info? Et du coup, comment est-ce que toi, tu peux aider? Eh bien, déjà, premièrement,
tu sais que le trauma, il y a une blessure psychologique, pas un manque de force. La guérison n'est pas linéaire, et donc du coup, l'objectif, ce sera d'être présent. Attention, si tu connais peut-être l'agresseur de ton proche, à ne pas rentrer dans des actions qui pourraient ne pas être celles que voudrait ton proche qui souffre de dépression. On peut avoir tendance à vouloir aller taper la personne ou fracasser quelqu'un qui a fait preuve d'abus. Vaut mieux pas rentrer là-dedans. Il faut absolument comprendre que le silence et l'isolement ne sont pas un rejet pour toi. Si ton proche ne répond pas à tes messages, annule vos rencontres ou est absent, ce n'est pas parce qu'il ne t'apprécie pas, mais un mécanisme de protection, surtout pour le stress post-traumatique. C'est bien ensuite de pouvoir discuter, de demander à la personne qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'as pas voulu sortir, est-ce que tu veux que je t'aide, etc., etc. Ensuite, il y a un point important. Elle n'a pas besoin de solution. Ton proche n'a pas besoin de solution, mais d'un espace sécurisant. Un espace où ses émotions sont validées, où son histoire est validée à 100%. Il y a des stress post-traumatiques que certaines personnes vont qualifier de mineurs et de ne pas forcément très très graves. Et ça c'est ma plus grosse difficulté. L'agression sexuelle, l'agression physique, on va la mettre devant. Mais par exemple, la catastrophe naturelle, on a perdu la maison, les gens vont trouver ça, bon, tu peux t'en ressortir, quoi. Ou alors, le fait d'avoir perdu un être cher. Bah, tout le monde a des décès. Donc, du coup, ça peut être compliqué. Et on pense à tous ces parents qui ont perdu un enfant et on leur dit, mais fais-en un deuxième. Tu vois, toutes ces choses-là, quelquefois, sont minimisées parce qu'on trouve que c'est compliqué. On va plus valider quelqu'un que l'on va tous qualifier de grave, mais la liste des traumatismes, elle est quand même longue, hein. Et que du coup, on n'est pas que sur de l'attentat ou de l'agression physique ou sexuelle. Et que du coup, c'est ça qui n'est pas évident, c'est que il faut pas vraiment avoir un avis sur ce que toi tu penses qu'est d'être grave ou pas. Qu'est-ce que tu peux donc faire concrètement, cher proche ? Déjà, rester présent, même si ton aide semble inefficace. Ton proche peut ne pas montrer d'une réaction immédiate à ce que tu fais, mais savoir que tu es là sans le juger est un immense soutien. Respecte son rythme et puis continue à aider ton proche dans son quotidien. Tu peux l'aider à alléger le quotidien en proposant de faire des courses, un repas. Tu peux limiter les décisions stressantes, par exemple, en lui proposant de directement de faire à manger. Tu peux aussi créer des moments sans pression, regarder un film, écouter de la musique. Tu peux être aussi attentif à ce qui déclenche les moments de crise pour les éviter. Et puis bien sûr, tu peux aussi prendre le temps d'encourager ton proche à aller vers des thérapies simples comme l'EMDR ou la TCC, ou alors de rejoindre un groupe de soutien. Tu vas pouvoir aussi, d'une certaine manière, montrer ta présence en comprenant sa situation et en faisant preuve d'empathie. Même si tu ne comprends pas à 100%, essaye d'utiliser cette merveilleuse qualité pour te mettre dans la situation de ton proche. Bien sûr, on ne va pas casser la tête à la personne qui est responsable du stress post-traumatique, sinon tu te retrouveras peut-être en prison. Et il faut laisser aussi le temps à ton proche de surmonter la difficulté. Quand on est conjoint de militaire, c'est très frustrant parce que les militaires, les policiers, les gendarmes prennent cher et que ce n'est pas forcément toujours facile et qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de raconter ce qui s'est passé. Donc, moi, le conseil, c'est de ne pas chercher à savoir ce qui s'est passé, parce que quelquefois, c'est dur à porter. Mais par contre, montrer sa présence, être un soutien, être là tous les jours, montre que tu aimes ton partenaire et que tu es là pour lui ou pour elle. Bien sûr, aider sans s'épuiser, c'est aussi poser des limites. Quand on aime quelqu'un qui souffre d'une dépression liée à un traumatisme, on a tendance à vouloir tout faire pour l'aider. Et par contre, le problème, c'est que d'une certaine manière, ton proche, lui, va pas forcément te répondre à la hauteur de ce que toi, tu peux te donner. Et souvent, on oublie en fait qu'il y a beaucoup de mécanismes de protection involontaires qui vont se manifester par la personne traumatisée. Les mécanismes de protection, ce sont des comportements qu'on a naturellement sans qu'on y réfléchisse. Notre corps nous le met en évidence. Par exemple, le déni, le repli sur soi, l'agressivité, la dissociation. Tout ça, ça peut amener un lien compliqué et ça peut amener des difficultés. Mais ce n'est pas à toi de briser en fait tout ça, mais de laisser l'espace à ton proche. Ton rôle n'est pas de le sauver, mais d'être un repère stable et bienveillant, n'est-ce pas ? Donc ce que tu peux faire, c'est encourager à aller voir quelqu'un, ne pas culpabiliser si tu trouves que ton soutien est inefficace. La guérison prend du temps et tu ne peux pas accélérer un processus que ton proche doit traverser à son propre rythme.
Je me souviens d'une de mes clientes qui justement avait un conjoint qui était militaire et qui du coup lui avait dit, pareil, hein, j'ai le droit de raconter, qui lui avait dit, ben en fait, pendant toutes ces années, j'avais juste besoin d'avoir ton sourire, ça me permettait d'oublier plein de choses. Et quand elle m'avait raconté ça, on a pleuré toutes les deux, hein, clairement, et on avait trouvé que voilà, elle avait réussi à trouver l'équilibre, elle se sentait nulle, pas efficace, etc. Et en fait, quand son mari lui a juste dit ça, on était contentes toutes les deux parce que des fois, on cherche à faire des choses qui ne sont pas adaptées à la personne. On veut aller plus loin, sauf que ce travail-là, il est tellement interne, tellement intime, tellement difficile qu'il vaut mieux laisser l'espace à la personne. Par contre, c'est important aussi de préserver son propre équilibre. Aider quelqu'un en souffrance peut être émotionnellement très épuisant. Prends donc du recul. C'est pas de l'abandon, c'est une nécessité pour continuer à aider dans la durée. Être présent, c'est déjà énorme, mais porter toute la douleur de l'autre sur tes épaules ne va pas t'aider toi et ne n'aidera pas non plus ton proche à guérir. Aider un proche souffrant de traumatisme, c'est aussi apprendre à te préserver, à poser des limites, poser un cadre et prendre soin de toi. C'est quoi poser des limites? Si ton proche te parle tous les 4 matins de ses problématiques, peut-être qu'il vaut mieux éviter d'en parler tous les 4 matins. Si ton proche ne parle pas du tout et que tu voudrais qu'il parle, c'est bien aussi de dire j'aimerais bien quand même que tu me dises quand ça va ou quand ça va pas. C'est de mettre un cadre où toi tu vas pouvoir avoir les informations nécessaires pour aider ton proche et que votre relation reste toujours saine. Le principal, c'est de faire de ton mieux, ne te mets pas plus de pression outre mesure. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien oui, la dépression liée au stress post-traumatique n'est pas vraiment évident. Elle est liée à une situation qui a été traumatisante par la personne et qui n'est pas forcément facile. Son cerveau est en mode alerte vraiment H24 et on se retrouve avec quelqu'un qui va avoir une véritable souffrance. Ce n'est pas évident parce qu'il y a un repli sur soi, il y a des émotions soit figées, soit explosives, il y a une souffrance qui s'exprime de manière des fois imprévisible, une guérison en dents de scie. Et ce n'est pas forcément facile. Et puis les gens qui vont souffrir du stress post-traumatique, vont se retrouver malheureusement avec la difficulté de vivre ce stress au quotidien. Le plus important pour toi est de te rappeler que chacun doit faire ses propres actions pour sortir de la maladie. Ton proche doit faire le nécessaire, même s'il est en souffrance permanente. Le trauma est une blessure psychologique et pas un manque de force. La guérison n'est pas linéaire. Et le silence et l'isolement n'est pas un rejet contre toi. Ton proche a besoin de solutions? Non, il a besoin d'un espace sécurisant. Reste présent, respecte son rythme, encourage à la thérapie, allège son quotidien, apporte des aides concrètes, limite les décisions stressantes et crée un moment sans pression et un espace sécurisant. Pense à toi, garde un cadre et des limites pour ne pas te sentir dépassé face à la situation. Merci à toi, cher proche, d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et qu'il t'a encouragé face à ce que tu peux vivre actuellement. Et moi, je te dis à la semaine prochaine, cher proche, pour un nouvel épisode. Ciao!